et qui, pour nous, dans la lecture mythologique, faut prendre le visage des dieux. Donc les dieux sont ombre et lumière, bien sûr. Donc ça, et donc d'où l'universalité des mythes. Hein. C'est-à-dire on retrouve les mêmes structures mythologiques sous des formes différentes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être reprendre ce schéma aussi. Je le redessine comme ça au lieu de le redessiner en simple. Donc vous avez le plan physique, le plan, émotionnel ou astral si vous faites un peu d'ésotérisme, le plan mental, et vous avez le monde spirituel qui est formé d'archétypes. Donc l'archétype, il va rentrer ça, mental, émotionnel, sur son collectif, ça va faire une culture. Ça, évidemment, ça va faire ce qu'on appelle une civilisation, c'est-à-dire en fait un mode de vie, une manière de vivre ensemble. Donc l'archétype, il va descendre dans la culture, et ensuite il va formater la manière de la civilisation. Simplement pour l'illustrer, depuis 2 siècles, on vit sur le mythe du progrès, qui est en train d'ailleurs de se casser la figure, vous avez remarqué. Mais le mythe du progrès, c'est exactement l'incarnation du mythe de Prométhée. On verra. Donc simplement, depuis 2 siècles, le mythe de Prométhée s'est réveillé, s'est réactualisé dans l'histoire. Il s'est emparé du siècle des Lumières, c'est-à-dire qu'il a créé une vision du monde, une culture, et cette culture a donné naissance à une civilisation prométhéo-faustienne, en réalité, qui est la nôtre. Donc, pourquoi j'illustre ça comme ça? Simplement parce qu'un mythe, même s'il est universel, il va s'adapter à différentes aires géographiques. Par exemple, l'histoire va être l'histoire d'une aire géographique. Vous avez des mythes indiens, des mythes grecs, des mythes zoulous, etc. Mais les fondamentaux vont toujours être les mêmes. Par exemple, le vol du feu, c'est Jung qui dit ça, le vol du feu, donc le mythe de Prométhée, est toujours le fruit d'un rapt. Dans le terme, l'acquisition de la connaissance est toujours le fruit d'une transgression. Alors, que ce soit dans le mythe juif ou chrétien, Adam et Ève, l'histoire du serpent, etc., la connaissance et la transgression d'un interdit. Que ce soit Prométhée qui va voler le feu du ciel aux dieux tranquillement tout seul comme un grand et transgresse les lois des dieux, ou que ce soit le feu qui est attaché à un chien qui court dans la forêt, qui amène le feu partout dans un mythe africain. Tout ça, c'est lié à des transgressions. Donc l'idée essentielle, c'est quoi? C'est que si vous avez un mythe de Prométhée, la transgression est le chemin de votre propre rédemption. Donc l'idée, c'est de voir que donc il y a des structures universelles. Ces structures universelles organisent des visions du monde, et ces visions du monde créent des civilisations. Donc on peut aussi lire l'histoire. En fait, ce n'est pas l'histoire qui crée les mythes, mais les mythes qui créent l'histoire. J'avais dit que j'enregistrerais, j'ai pas compris. Que ce soit à la fois collectivement en termes de civilisation ou individuellement pour organiser nos existences. Alors, il va y avoir une petite difficulté, c'est que le mythe, je termine, c'est l'origine des mythes. Donc la première hypothèse, c'est l'hypothèse jungienne, c'est-à-dire il y a des universaux dans le subconscient qui vont organiser à la fois nos vies collectives et nos vies individuelles. Alors c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que si vous comprenez ça, vous voyez que le sens ne se construit pas. En tout cas, il ne va pas seulement se construire, il va aussi se révéler. Le sens se révèle. C'est-à-dire, en d'autres termes, si le sens préexiste à travers les grands archétypes et les grandes structures mythologiques, on ne va pas lire un thème.
on va regarder ce que le thème veut bien nous raconter. Ce qui est évidemment une posture complètement différente. Votre thème, vous lisez un thème comme vous lisez une œuvre, enfin vous regardez un thème comme vous regardez une œuvre d'art, c'est-à-dire c'est elle qui va vous parler, et ne vous regardez pas un thème comme vous lisez un livre, parce que ça ne marche pas. C'est important ça. C'est-à-dire, la consultation astrologique, c'est à la fois regarder le thème comme une œuvre d'art et sentir, alors soit si vous êtes plutôt du côté d'un mythe de Prothée avec Neptune, sentir par toutes vos antennes déployer le besoin, là où en est la personne dans le niveau de vécu de son thème, soit si vous êtes plutôt uranien, vous posez des questions. Mais parce que c'est encore deux voies différentes en fait. Mais en tout cas, le thème va... c'est quelque chose qui se révèle à vous, et donc qui a une structure énergétique. C'est une des difficultés que j'ai eues d'ailleurs. C'est-à-dire, le fait de sentir le thème, c'est aussi perturbant sur le plan énergétique, si vous êtes dans cet état. Alors, voilà, bon, je ferme la parenthèse, mais je vous invite à essayer de voir les choses comme ça. Le thème, quand tu regardes le thème des autres ou des autres. Donc ça, c'est la première hypothèse sur l'origine des mythes. Et la deuxième hypothèse qui a été postulée par un enseignant de Harvard qui a fait alors des études, des recherches en sémiologie, en mythologie, en linguistique, avec plein d'approches différentes. Sa thèse, c'est de dire qu'il y a eu deux grands flux migratoires. L'un il y a 60 000 ans et un autre il y a 40 000 ans, par un peuple, une tribu africaine, par deux tribus africaines, qui se sont réparties un peu partout dans le monde, en Asie, en Europe et en Amérique. Et du coup, ils ont apporté avec eux leur mythe. D'où le fait qu'on retrouve les mêmes mythologènes, les mêmes structures mythologiques, aussi bien en Extrême-Orient qu'en Amérique du Sud, par exemple. Le mythe lié aux jumeaux, par exemple, on le retrouve dans toutes les traditions. On a des structures qu'on retrouve dans toutes les traditions. Donc ça, on peut considérer évidemment que c'est un archétype, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe juste après la division de l'origine. On a cette gémelléité qui va donner naissance à un nouveau monde, Caïn et Abel qui a donné naissance à un nouveau monde, Romulus et Rémus qui a donné naissance à un nouveau monde, etc. Donc la gémelléité va signifier la mise en évidence de la plus infime différence dans la plus grande ressemblance. Donc ça, on rentre dans une dissymétrie, et de cette dissymétrie va être créé l'ensemble d'une représentation du monde. Soit on considère que ça a été porté évidemment pour des raisons historiques, mais en fait on arrive au même résultat, c'est-à-dire que les mythes sont universels. Et leur origine exacte est toujours un peu remonte à la nuit des temps. Nous sommes habités par des mythes. Georges Romet, il y a un excellent ouvrage de Georges Romet sur le dictionnaire de la symbolique. Dictionnaire, je ne retiens jamais le titre exact, mais vous le retrouverez facilement. Que j'utilise beaucoup pour analyser les mythes. Georges Romet. C'est quelqu'un qui a travaillé sur les rêves éveillés. Il a analysé plus de 400 rêves éveillés. Et il a pris par exemple, il a pris le poisson, ou ou l'arc-en-ciel, dans tous les rêves éveillés où il apparaissait. Il a regardé comment fonctionnaient tous ces rêves. Et à partir de là, il en a déduit le sens du poisson et le sens de l'arc-en-ciel. Donc il a fait un travail remarquable, très utile pour l'analyse symbolique, il a remarqué que des personnes qui ne connaissaient rien à l'Égypte ou qui ne connaissaient rien à la Grèce, etc., étaient quand même habitées, faisaient référence à des divinités égyptiennes ou des divinités grecques, qui étaient exactes par rapport à l'histoire mythologique de l'Égypte et de la Grèce. Donc tout ça pour vous dire que même si on ne connaît pas les mythes nous habitent. Et pas forcément les mythes grecs, mais je les connais tous.
Donc l'hypothèse de ce week-end, c'est de dire chacun d'entre nous est porteur d'un ou de plusieurs mythes fondateurs, que ces mythes fondateurs vont induire une psychologie et un certain nombre d'événements dans nos vies, voire de pathologies. La pathologie, c'est sur le plan physique. Et que si on comprend le mythe dont on est porteur, on va éviter de se laisser broyer par lui. Parce que les archétypes, bien évidemment, ne sont pas gentils, ils ne sont pas méchants non plus. Ils sont ombre et lumière, c'est-à-dire que c'est un noyau de contraire, c'est un espace de paradoxe. Et c'est justement parce que c'est un espace de paradoxe, ça donne le mouvement au vivant. Vous savez, la nature a réussi cette chose absolument extraordinaire de créer de la beauté et de l'harmonie à partir du conflit. Parce qu'elle sait harmoniser les contraires. Et nous qui ne savons pas harmoniser les contraires en tant qu'être humain, à partir du conflit, on crée de la désolation et de la laideur. Simplement parce qu'on considère que ce qui est en réalité paradoxal, on considère que c'est du contraire. Et dans le contraire, c'est soit blanc, soit noir, et dès qu'il y a du contraire, on prend parti. C'est-à-dire on pose un jugement de valeur. Et dès qu'on pose un jugement de valeur, on interrompt le processus du vivant. Et dans un terme, on interrompt le processus d'interprétation. Donc je vous invite à voir ces choses, c'est-à-dire nous sommes en permanence, en tant qu'individus et en tant que société, bien évidemment, habités par des puissances que nous jugeons contradictoires, qui sont en réalité des puissances paradoxales, qui mettent en mouvement, qui permettent le mouvement de la société, le mouvement de la vie en nous. Donc réjouissez-vous de vos divisions, car en réalité ce sont des paradoxes. Vénus, Aphrodite, est à la fois volage, séductrice et prude de la mythologie. Donc dès que vous touchez quelque chose de paradoxal, vous touchez quelque chose qui est de l'ordre du vivant, et donc l'ultime nature du réel, puisque l'ultime nature du réel, c'est pas le sens, c'est pas la conscience, c'est la vie. Vous avez la vie qui est à l'origine de notre univers. De la vie va naître les trois grandes émanations qu'on appelle Satchitananda, pure conscience, pure existence, pure béatitude. Donc, l'émanation du vivant, je parle en termes évidemment de réalité subjective, de cette émanation du vivant va apparaître la conscience, l'amour et le sens de la présence. Et après, évidemment, tous les mythes vont découler, et après, toute la psychologie va découler, et après, tous les événements vont découler. Donc, le travail spirituel consiste simplement à remonter de l'événement vers l'essence. Bon, c'est facile à dire. Donc, pourquoi travailler sur les mythes? Simplement pour revenir aux essences. Et donc pour revenir à son essence. Donc, de mon point de vue, le mythe est un chemin spirituel qui va nous dire comment revenir vers notre essence. Le mythe n'est ni bon ni mauvais. Voyez-le comme une carte géographique du monde imaginal, du monde intérieur, qui nous dit, attention, là, il y a une fondrière. Si tu vas à droite, tu vas tomber dans la fondrière, qui nous dit, tiens, là-bas, il y a un pont pour passer au-dessus de la rivière. Et donc, les dieux qui meurent ou qui se battent ou qui font des choses que nous jugeons désagréables
sont simplement des indications qui nous disent, ok, tu risques de tomber dans tel ou tel piège si tu ne vis pas consciemment ton mythe. Donc il n'y a pas de raison à s'effaroucher si un dieu tue une déesse ou l'inverse. Le mythe n'est pas une histoire morale. Ni un système explicatif de la société, ni même encore un système explicatif du climat. Les anciens Grecs, franchement, n'avaient pas besoin de tout ça, des choses aussi compliquées, pour raconter le climat, la moralité sociale ou même des événements. Je dis ça parce qu'on a tendance à interpréter les mythes comme ça. Quand je dis on, en tout cas les ethnologues et les historiens des religions ont tendance à faire ça. Le mythe est une structure qui est encore vivante, c'est-à-dire qui résonne à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui est une carte intérieure, une carte géographique qu'on va pouvoir personnaliser grâce au thème astrologique pour aller vers notre essence. Donc d'où l'expression des mythes fondateurs, car c'est bien ces mythes qui nous fondent. Ça va ça? Un autre point important, c'est, à quelques exceptions près, comme les travaux d'Hercule, en général, les mythes, c'est un processus de dégradation de l'archétype. C'est Jung qui utilise ce terme. L'archétype apparaît d'abord dans sa pureté de contradiction, dans sa pureté paradoxale, et ensuite il va, on va dire, s'enrober de matière émotionnelle, de matière mentale, et prendre la forme d'un événement. Donc il va en quelque sorte perdre son essence pour d'abord raconter une histoire mythologique, et ensuite devenir une situation émotionnelle, et ensuite devenir un événement dans notre existence. Donc ça, c'est la dégradation de l'archétype. Donc l'idée, c'est de remonter. Et à chaque fois, évidemment, que l'archétype se dégrade, on perd quelque chose de l'immense. Vous le voyez dans une relation amoureuse. Lorsqu'une relation amoureuse se met en place, il y a ce contact avec l'immense, on est en contact avec la pure dimension d'amour. Et puis, lorsqu'elle se perdure dans le temps, évidemment, on arrive à la catastrophe de l'archétype incarné, c'est-à-dire on casse les acides. Vous voyez que les choses vont se dégrader. En général, les choses se dégradent. Pourquoi les choses se dégradent? Parce qu'il n'y a pas ce travail de conscience pour métaboliser l'archétype, pour métaboliser l'amour, pour l'incorporer dans son corps, dans son cœur et dans sa conscience. Donc l'archétype, c'est quelque chose qui nous est donné. Évidemment, la vie, c'est quelque chose. Une rencontre amoureuse, c'est quelque chose qui nous est donné. Mais si on ne fait pas ce travail de symbolisation, c'est-à-dire de passer de l'extérieur, de ce qui nous arrive à l'extérieur, vers l'intérieur, à ce moment-là, on laisse l'essentiel se dégrader et perdre sa relation à l'immense pour devenir le symbole d'une assiette brisée. Donc tout le travail symbolique, et le travail sur les mythes est un travail symbolique, consiste à faire de l'extérieur un intérieur. Faire de l'extérieur un intérieur, ça s'appelle manger. Manger. Aimer les anges. C'est-à-dire, donc c'est le travail de l'estomac, et donc du cancer, et de l'intestin, et donc de la ligne. Je dis ça parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait du cancer dans cette auguste façon. Et ce processus, il commence dès le début. Quel début? Enfin, de la naissance, c'est-à-dire où est-ce que c'est un moment de notre existence, voilà. À la puberté, parce que à la puberté, c'est le moment où va s'incarner la lumière corrigée.
une grande parenthèse, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait fait le séminaire sur la Lune noire, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais pour répondre à ta question, c'est rapide. Parce qu'en fait, pour symboliser, il faut déjà qu'il y ait une conscience de soi qui soit construite. Et en gros, c'est ce moment charnière. Donc, si je résume ce propos, nous sommes tous habités par un ou plusieurs mythes fondateurs, qui est donné par la lecture du thème astrologique. Pourquoi? Parce que les planètes sont des dieux. Mars, Arès, Vénus, Aphrodite, Saturne, Chronos, etc. Donc les planètes ne sont pas seulement des fonctions psychologiques, comme on le dit souvent, ce sont aussi des archétypes, c'est-à-dire ils représentent une chose et leur contraire. Et un mythe, c'est quoi? C'est simplement des dieux, Hermès, Mercure, etc., qui ont décidé de vivre un truc ensemble et de raconter une histoire. Donc un mythe, c'est simplement des personnages à qui il arrive des aventures. Comment savoir si vous êtes en contact avec quelque chose de mythologique au fond de vous-même et de différencier de quelque chose que vous faites par pression sociale, par exemple, pour faire plaisir à vos parents, à la société, ou accepter une direction d'association simplement parce qu'il n'y a personne qui veut prendre la place. Comment savoir? Essayez d'observer s'il y a de la joie. Là où il y a de la joie, là où il y a de la jubilation, il y a un fil mythologique qui vous relie au ciel. Il peut y avoir de la lumière. Moi, je sais que quand j'ai commencé, personne dans ma famille ne faisait de l'astrologie. Quand j'ai commencé l'astrologie, j'avais 14 ans, et j'ai vu le mot, devant moi, j'ai vu le mot astrologie en lettres lumineuses. Bon, j'ai compris beaucoup plus tard que c'était une expérience lumineuse, au sens lumineux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du surconscient qui parle et qui crée une espèce un contact avec quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel. Donc la joie, la lumière, la perception de la lumière, ou la certitude intérieure. En tout cas, c'est quelque chose qui est totalement irrationnel. Le contact avec un archétype n'a rien de rationnel. Dans les contes de fées, lorsque le héros se met en quête, il part. Alors, il part pour différentes raisons qu'on ne va pas détailler ici, mais il part parce que. On peut en parler. Il part parce qu'il répond au roi. Il répond à la demande du roi, donc à la demande de la conscience solaire, du soi. Il part parce qu'il a une conscience de la souffrance. Il part parce qu'il a une conscience du manque. C'est les trois raisons essentielles pour lesquelles on se met en route sur le cheminement héroïque. Et il ne part pas parce qu'il est allé à la NPE, comment on dit à Pôle emploi, voilà. Il ne part pas parce qu'il est allé à Pôle emploi, qu'il a fait un bilan de compétences et que Pôle emploi lui a dit, mon petit, tu es héros, tu vas pouvoir faire ça. Non, il part, et c'est parce qu'il est parti, l'étape suivante, c'est parce qu'il est parti, il va rencontrer le donateur, face taureau de l'histoire. Le bélier, le mythe du héros. Et face taureau, le donateur. Donc c'est parce qu'il est parti qu'il rencontre le donateur, et qu'à ce moment-là, il reçoit un don ou des qualités intérieures de différentes natures qui va lui permettre de réussir sa quête. Donc suivre un chemin mythologique, c'est, je l'évoquais tout à l'heure, laisser le sens se révéler, et non pas construire du sens. C'est-à-dire, c'est accepter de suivre aveuglé
qui voile la pure lumière du soi. La souffrance, c'est un attachement. C'est un attachement à des schémas psychologiques. Ou à des choses extérieures, mais là, on n'est pas évidemment... Et donc la souffrance est liée à la perte. Donc la souffrance, c'est ce processus, justement, de renoncement à l'ego, à soi-même. Il n'y a que l'ego qui souffre. C'est ce processus de détachement à ses propres identifications, à ses propres systèmes de croyances, qui, si on le fait jusqu'au bout, va nous permettre de renouer avec la joie, la vie et la puissance de votre soi sur le thème astrologique. Donc Soleil Poisson, c'est renouer avec la conscience de l'immense. Soleil Cancer, c'est renouer avec avec un sens de l'identité qui soit profondément bienveillant, mais libéré de ce besoin de prendre soin des autres. Donc passer d'une vie psychologique à une vie mythologique suppose de laisser se révéler le sens de son existence en déconstruisant les faux sens que l'on a mis en place simplement parce que du fait de notre éducation, parce qu'il fallait bien faire carrière, parce qu'il faut assurer plein de choses, sécurité matérielle, financière, s'occuper des enfants, que sais-je. Attention, ça peut être une structure mythologique de s'occuper des enfants, c'est autre chose. Mais il y a une telle pression sociale pour que, au niveau de la famille, par exemple, parce que c'est une structure mythologique judéo-chrétienne, mais donc collective, mais ce n'est pas forcément la vôtre. Si vous n'êtes pas dans l'axe Cancer Capricorne, on peut se poser des questions. Parce que toute la pensée juive est structurée sur l'axe Cancer Capricorne. Sur l'axe Comment Cancer Capricorne. Mais Saturne Pluton. D'accord. Et les cycles Saturne Pluton. Bon, on ne va pas faire la psychologie des nations, on ne peut pas tout faire, mais je voudrais juste évoquer des points de réflexion. Donc se laisser habiter par ces mythes fondateurs, c'est entrer c'est se laisser porter par l'univers, c'est se laisser porter par la vie, c'est arrêter de calculer ce qu'on va faire demain. C'est ouvrir grand ses antennes à la présence du sens, c'est entrer dans la vie symbolique, c'est-à-dire apprendre progressivement, faire progressivement le deuil des choses pour n'en conserver que l'essence, l'expérience. C'est ça que fait notre estomac. Il fait le deuil, il détruit la forme des aliments. Donc ça s'appelle détruire une forme, ça s'appelle mourir, c'est un deuil. Mais il n'en conserve que l'essence, c'est-à-dire le chyme, pour alimenter le corps. Des protéines, des lipides et des glucides. Vous voyez que manger, c'est symboliser, c'est-à-dire c'est transformer le monde extérieur, les événements, en une essence d'expérience. Et donc c'est un deuil. Symboliser, c'est apprendre à faire du deuil. Par contre, ça nous permet de grandir en maturité, de grandir intérieurement et d'être de plus en plus en accord avec le monde invisible et, comme dit Ovide, à l'époque de l'âge de Chronos, de banqueter à la table des dieux. Les premiers hommes, vous savez, les hommes de l'âge d'or, qui étaient sous la tutelle de Chronos, de Saturne, banquetaient à la table des dieux.
c'est-à-dire était resté en contact direct avec le monde des archétypes. Donc du coup, ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est Saturne est la grande planète qui va nous permettre le passage avec les mondes invisibles. On le retrouve d'un point de vue astronomique, puisque Saturne, c'est la dernière planète visible qu'elle va ouvrir sur Uranus Saturne. Les 3 planètes invisibles. C'est là, si vous voulez. Voilà, c'était l'introduction. La Lune, la Terre. Vous suivez ? Donc, on a Uranus, qui est l'octave supérieur de Mercure. Vous êtes d'accord là-dessus? L'octave supérieur. C'est-à-dire, Mercure, c'est la pensée, c'est notre manière de penser. Et Uranus, c'est notre manière d'inventer. Donc, de se contacter à ce qu'on appelle le mental supérieur, c'est-à-dire la pensée de Dieu, le monde des idées. Donc, Uranus va, quelque part, alimenter Mercure, si c'est un aspect. Donc, les inventeurs seront des aspects Uranus-Mercure. Et sur le plan symbolique, Mercure, c'est la pensée personnelle, et Uranus, c'est la pensée de Dieu. Ce qu'on appelle parfois le mental supérieur. Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. Vous êtes d'accord? Vénus, c'est notre manière personnelle d'aimer, et Neptune, c'est l'amour universel. Donc vous avez, là on n'est plus dans le champ de l'invention Uranus-Mercure, on est dans le champ artistique Neptune-Vénus. Ou du cinéma, ou du théâtre. Enfin, le théâtre c'est plus l'éolien. En tout cas, le cinéma Neptune. Et donc dans cette logique, vous avez bien la correspondance Pluton-Lune. Donc Pluton est l'octave supérieure de la Lune. Comment ? Et la Lune est maîtresse du Cancer, bien sûr. Donc la Lune procède à toutes les naissances et Pluton procède à toutes les renaissances. Pluton, c'est la puissance de vie qui détruit les... C'est la puissance de... C'est le pouvoir de la vie qui détruit les formes pour que la vie puisse évoluer. C'est le pouvoir de la vie qui détruit les formes pour que la vie puisse évoluer. La Lune, elle va créer des formes. Et dans un thème, c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent l'espace de la métamorphose, Pluton. C'est-à-dire, mais on associe souvent à la mort. Alors ça c'est l'aspect ombre de l'archétype. L'aspect lumière de l'archétype, c'est la puissance de vie. Ce que Nietzsche a très bien compris lorsqu'il parlait de l'amor fati, c'est-à-dire le fait d'accepter joyeusement son destin, quelle qu'en soit la couleur et la souffrance. D'aimer de manière inconditionnellement son destin, quelle que soit la souffrance, c'est-à-dire la force de vie qui traverse les formes pour aller vers l'étape suivante de son existence. Et lorsque, bien sûr, cette force de vie traverse les formes meurent, et c'est ça la souffrance. Ça va, ça. Et dans un thème, quand la Lune et Pluton sont conjoints, il faut le lire sur le plan, sur les différents plans. Hein. Mais quand la Lune et Pluton sont conjoints, ça veut dire qu'on est en contact avec l'archétype de la grande-mère ou de la grande déesse. Et qu'on est confronté en tant que femme à cette sagesse des profondeurs qui peut faire peur aux autres et à soi-même aussi. Et question n'a pas, il faut regarder Uranus-Neptune. C'est-à-dire, c'est pas par hasard qu'elles sont dans l'ordre, ces planètes. C'est-à-dire, la pensée de Dieu précède l'amour de Dieu et qui lui-même précède la volonté de Dieu. Pour parler en langage théologique. Autrement dit, pour ne pas se laisser broyer par la puissance que représente Pluton,
et broyer les autres éventuellement. Alors, l'autre option, c'est de dire, conjonction Lune-Pluton, je suis événementiel, ma mère est un monstre. Ah ah. Parce que je me suis laissé broyer et étouffer par son ombre. Ça, c'est le plan événementiel. Tu es d'accord? Mais on sait bien que derrière la mère se cache ce grand archétype qui est Pluton. Et en plus, il s'agit de ton thème, et pas du thème de ta mère, forcément. Donc c'est bien toi qui le porte. Donc dire un événement, c'est toujours une projection de soi sur l'extérieur. Et Jung disait cette chose très jolie. L'événement arrive lorsque son sens n'est pas métabolisé par la conscience. Les événements n'existent pas. Ils se manifestent juste parce que il y a quelque chose en nous qui ne voit pas. D'accord. Et donc l'événement est là pour nous dire, vois ce que tu as toujours refusé de voir. Et là, on rentre à nouveau de la lecture symbolique. Donc surtout, ne vous scotchez pas. C'est pour ça que c'est dangereux de faire de l'astrologie événementielle. Parce qu'à ce moment-là, vous faites ce que j'appelle volontiers une astrologie diabolique. Diabolo, c'est un dia, c'est la séparation. C'est-à-dire que vous séparez l'extérieur de l'intérieur. Au lieu de faire de l'astrologie symbolique, symbolène, qui réunit. Donc je reviens à Lune Pluton. Premier cas de figure, Lune Pluton, ma mère est une horrible mégère qui m'a étouffé et m'a empêché de vivre. Deuxième lecture sur le plan psychologique, ce serait de dire je sens en moi, en tant que femme, une volonté de puissance qui me fait peur. Donc soit je m'inhibe, je n'ose pas totalement m'exprimer, parce que je sais que quand je m'exprime, je peux faire peur aux autres. Ou il y a quelque chose en moi qui tient les autres éloignés de moi. Et par contre, l'espace suivant, ça va être de reconnaître que l'on porte en soi l'archétype de la grande déesse. Et donc cette sagesse des profondeurs qui fait qu'on sent sensible intuitivement ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire pour faire évoluer, transformer les situations de nos vies. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans quel signe? Moi? Oui. Quel signe? Soleil? C'est toi qui as une conjonction de Pluton, c'était un exemple en l'air. Conjonction Lune, Pluton et Uranus. Ah, Uranus. En Vierge alors? En Balance. En Balance. Ah oui, en Balance. Vous pouvez nous donner donc les trois planètes, les trois dernières planètes? Uranus, Neptune, Pluton. Uranus, Neptune. Pluton. C'est-à-dire, pour travailler Pluton, il faut aller vers Uranus et Neptune. C'est-à-dire, il faut libérer, comment dirais-je, apprendre à jouer avec les pensées. Développer le sens de l'humour. Ne pas hésiter à dire non en premier. Vous savez, les Uraniens, quand on leur pose une question, ils disent non, puis après ils réfléchissent et finissent leur dire. Uranus, c'est la grande planète de l'individuation. C'est-à-dire, c'est elle qui va dire, voilà, qui revendique le fait d'être un libre penseur et de décider par elle-même. Mais donc Uranus va nous descotcher de tout le vieux monde, de Mercure à Saturne, c'est-à-dire tout le côté conventionnel. C'est le grand libérateur. C'est le mythe de Prométhée. Mais Uranus tout seul peut devenir cynique, froid et se réfugier derrière cette attitude qui dit
vous voyez bien, je vous l'avais bien dit, où je constate, avec une espèce de froideur émotionnelle, de distance émotionnelle. Donc il va bien falloir que Neptune y récupère le truc. Donc une fois que Uranus est intégré, alors regardez où il se trouve dans vos thèmes, en signe en maison, en signe c'est la qualité d'énergie dans laquelle, grâce à laquelle vous allez vous individualiser et devenir libre, et en maison c'est le champ d'expérience. Vous connaissez tout ça. Et en planète, et en aspect, c'est les fonctions de la personnalité qui vont vous aider à faire ça. Neptune, c'est l'amour au sens de cette planète qui fait du liant et qui considère que tout fait partie d'un tout. Donc c'est une ouverture de la sensibilité. Uranus libère, Neptune humanise et Pluton va permettre la métamorphose. Comprendre, aimer, transformer. Comprendre avec Uranus, aimer avec Neptune et transformer avec Pluton. Donc la transformation est plus facile si on a déjà développé la compréhension et l'amour. Oui. Sinon, ça peut être dramatique ou angoissant. Pluton, c'est la grande planète de l'angoisse aussi. L'angoisse, c'est quoi? L'angoisse, c'est simplement le... Vous voyez aussi que Pluton, c'est la dernière planète du système solaire, actuelle en tout cas, et le Soleil, c'est la première. Et que Pluton, c'est l'inverse du Soleil, d'une certaine manière. C'est-à-dire Pluton, le Soleil fait la fusion nucléaire, c'est-à-dire il rassemble des atomes pour produire de l'énergie. Et Pluton, c'est la fission nucléaire, c'est-à-dire il sépare des atomes pour produire de l'énergie. D'où la dimension de mort, évidemment, via Pluton. Pourquoi je me raconte ça? Sur l'angoisse. Ah oui, l'angoisse. L'angoisse, c'est quoi? C'est le sentiment qu'on va mourir. Donc il y a quelque chose en nous qui va exploser, qui va imploser, plus exactement. Et qui est le rappel de notre soleil. C'est-à-dire l'angoisse, c'est le fait de c'est le rappel de c'est le rappel de la vie qui a quelque chose d'essentiel pour nous qu'on n'a pas encore complètement reconnu et accueilli et intégré. D'où l'angoisse de mort. L'angoisse de mort, c'est quelque chose en nous qui va mourir ou doit mourir pour libérer la conscience du soleil. Donc c'est la fission pour renouer à la fusion, pour renouer à la pure lumière, à la pure vérité intérieure. Donc les thèmes plutoniens ne sont pas faciles, vous le savez, hein, parce qu'on est amené vraiment à traverser ces zones d'angoisse. Donc je vous invite à aller voir où est Uranus et Neptune pour aider au processus. Ça, c'est tous les ascendants scorpions qui sont concernés. C'est le mythe de Faust. Vous avez le mythe de Prométhée qui est lié à Uranus, le mythe de Protée, je vous détaillerai tout ça, qui est lié à Neptune, et le mythe de Faust qui est lié à Pluton. Et Faust a terminé sa carrière démembré. Et les dossiers de par exemple, la vie. Oui. Mais encore une fois, oui, je vais vous en parler. Encore une fois, je vous donne pour le moment des lignes générales, mais pour avoir un mythe, c'est un peu plus compliqué. C'est une équation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut regarder où se trouve Pluton, Uranus et... Tu oublies ça. Ah, d'accord. Tu oublies ça. Dans quelle planète?
Ça, c'est pas l'équation du mythe. C'est juste pour les gens qui font de l'astrologie. Tu dis que le Soleil, c'est la fusion et que Pluton, c'est la fission. Oui. Donc, quand on a une conjonction Soleil-Pluton, on fait quoi? On va dire. On apprend à remettre le pouvoir au vrai pouvoir. À remettre le pouvoir au vrai pouvoir. Au vrai pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on a. Alors, à supposer que les deux planètes ne soient pas combustes, hein, mais en tout cas, dans les conjonctions Soleil-Pluton, il y a une puissance dans la personnalité qui s'affirme et qui affirme facilement son autorité. Même si parfois l'autorité peut cacher une difficulté à être avec les autres, une difficulté à être dans le lien social. Mais si on se place sur le plan mythologique, on va dire que Pluton c'est Hadès et le Soleil c'est Apollon, c'est la conscience, c'est la lucidité. Donc ici, donc l'ombre et la lumière. Donc ici c'est comment... donc à chaque fois que la lumière touche, il y a une angoisse qui peut ressurgir. Et donc l'angoisse, on a dit, c'était lié à la souffrance, c'est lié à l'ego, à la personnalité. Donc c'est une structure où on est en permanence obligé de remettre le pouvoir au vrai pouvoir, c'est-à-dire de remettre l'autorité et la puissance qu'on affirme à quelque chose de beaucoup plus impersonnel qui nous traverse. Si les planètes sont combustes, C'est compliqué. Près du Soleil. Mais il faut vraiment que ce soit sur la même latitude, hein, faites attention. C'est pas seulement le même degré. ah oui, c'est pas seulement le même Il n'y en a degré. pas beaucoup de combustes. Ah, C'est pas une c'est comme Alors si une on planète avait deux combuste, vous avez par exemple le Soleil à 12 degrés, peu importe le signe de Verseau, et un Pluton à 12 degrés Verseau. Donc elles sont sur le même degré. On est d'accord. Mais il faut qu'elles soient aussi sur la même latitude. Alors aujourd'hui, on n'a plus les latitudes sur les éphémérides, c'est bien dommage. Mais on doit pouvoir les trouver quelque part. Et latitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez donc le Soleil, dans mon exemple, il est toujours sur l'écliptique, hein, il ne bouge pas, et puis les planètes, elles tournent autour de l'écliptique. Elles sont soit au-dessus, soit en dessous. Donc là, vous êtes en latitude nord, et là, vous êtes en latitude sud. Donc pour qu'une planète soit combuste, si par exemple Pluton est là, projeté sur l'écliptique, ça nous fait aussi du 12 degrés. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure. Mais par contre, elle n'est pas combuste. Pour que ce soit combuste, il faut que Pluton soit sur l'écliptique. Donc c'est rare, c'est très rare. C'est très rare. Et ça, c'est pour les transpersonnels, mais aussi pour les plus. Parce que la Mercure, par exemple. Ben, on parle surtout des Mercure et des Vénus combustes. Oui. Oui, c'est ça. Mais symboliquement, ça veut dire que les deux planètes sont au même endroit, donc il n'y a pas de degré de liberté. Parce que les degrés d'homme, en fait, sont les degrés. Donc il y a un côté un peu obsessionnel. C'est un côté, on est habité par une espèce de fanatisme. Hein, plus la conjonction est étroite, plus les énergies sont fusionnées, donc c'est plus compliqué d'utiliser la conjonction. Donc ne vous réjouissez pas trop vite devant une conjonction 0 degré d'ordre. 5, 6, 7, c'est plus facile à utiliser. Je réponds à votre question sur la conjonction. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc on va avancer. Non, vous voulez une pause? Ça va?
Non, on fera la pause après, je ne sais pas très bien ce que j'ai à vous dire. Je voudrais juste que vous différenciez, donc on va descendre sur le thème astrologique. Différencier le mythe fondateur tel qu'il est donné par la lune, par la licorne en signe, et le mythe fondateur tel qu'il est donné par la position des planètes dans le zodiaque, ou sur le thème astrologique. La licorne, c'est la lune noire moyenne. Il y a toujours un absolu qui nous attire, une pure lumière blanche qui nous appelle, une certitude intérieure non négociable qui est donnée par la position de la licorne en signe. Mais il faut rajouter que vous savez, la licorne qui disait « à mon seul désir », que cette vérité essentielle qui nous habite est très souvent inaccessible. Parce qu'il y a des couches de moi, il y a des couches de personnalité qui la voile et qui fait qu'elle reste comme une perle dans l'huître. Et il y a aussi un dragon qui garde l'entrée de la caverne. Donc en bélier, la quête la plus essentielle est celle de sentir les énergies spirituelles, dans un premier temps en tout cas, traverser son corps de manière à poser l'acte juste et à avoir le mot ou l'intuition qui va percuter immédiatement et résoudre des situations. En termes de personnages, c'est Robin des Bois qui prend aux pauvres pour donner aux riches. Ah ouais. Non, pardon, c'est ce qui se fait aujourd'hui. On prend aux pauvres pour donner aux Oui. riches. Donc il prend aux riches pour donner aux pauvres. C'est pas si simple. Donc l'intuition de l'acte juste, le héros, hein, le bélier c'est vraiment la mise en route du parcours héroïque. Le bélier, les aspects soleil-mars sont le signe amique du héros. Donc le soleil de soi qui va devenir guerrier au nom de la lumière, le guerrier de lumière. Donc du coup, toutes ces grandes images du guerrier pacifique, par exemple, vont être parlantes pour les noirs béliers. Donc c'est celui qui dit qui même me suivent et rien ne m'arrête. Il ne va pas le dire, hein, faites attention, il va le penser au plus profond de son cœur. Par contre, il pourra avoir bien souvent une attitude balance, signe d'en face, qui n'a rien à voir. Donc je vous parle vraiment là de ce qui est précieux dans le cœur de votre cœur et que vous n'avez jamais osé exprimer et dit à personne. Tout le monde sait le salut de mort? Oui. Eh oui. Je vous propose peut-être à la pause, vous pouvez, je ne sais pas le truc, mais si quelqu'un a un logiciel, peut-être vous pouvez vous organiser. Je n'ai pas pris les éphémérides. Personne n'a un logiciel? Les éphémérides. Demain, Avec Bah. AstraZeneca. ah bah, AstraZeneca. Tu as les éphémérides? Moi, j'ai les éphémérides, j'ai les miens aussi. C'est pas dans toutes les éphémérides. Demain. On est combien à passer à ça? J'ai les deux, j'ai deux 2000. 2, 3. 1900, 2000, j'ai les trois. Non, c'est pas sur regardez, c'est ça non, c'est pas. C'est sur les complete éphémérides publiées par Auréas 1930 2030. Parce que là, on les a, les millions.
Ah, c'est pas mal ça. C'est la chambre moyenne. Il y a la vraie et la moyenne. Donc, Elle est corrigée. je vais lui prendre. Le 6 décembre. 64. Jamais la corrigée. Je l'ai pas mis. Donc, pardon. Oui, Elle Capitaine. a pas réglage. Oui, c'est ça. Non, je l'ai pas mis. Mais moi, je sais où elle est. Elle est en verso. Elle est à côté de la limite. Astrid, 5 mars. Je suis en alpha ça change la moyenne. Non. Non, non, pas aussi. Non, mais pour c'est la mémoire quoi, je cherche. Corrigeur. C'est la moyenne là. On dessine souvent ça comme ça. Sur l'orbite de la Lune, autour de la Terre, ici c'est une ellipse. Une ellipse a deux foyers, deux centres. Le premier centre c'est la Terre et le deuxième centre c'est la Lune noire. Vous êtes d'accord? Et en fait, ça c'est la Lune noire corrigée, ça c'est la Lune noire moyenne, qui est l'apogée de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai ce schéma. L'orbite de la Lune autour de la Terre est quasiment un cercle. Donc si vous faites un cercle, ces points-là et ces points-là sont confondus au centre. Donc comme c'est quasiment un cercle, je dessine la Terre grosse comme ça, la Lune noire va être là. C'est-à-dire de l'atmosphère de la Terre. Si elle est dans l'atmosphère de la Terre, ça veut dire que sa position va dépendre de votre lieu de naissance. Donc, les éphémérides vont pas vous donner, et ça peut varier de 2 à 3 degrés par rapport à ce qu'on a sur les éphémérides de la position vraie. Donc, vous ne focalisez pas sur la position vraie, qui n'est en réalité pas une position vraie. Et on n'a pas aujourd'hui d'éphéméride qui calcule la position de la Lune noire en fonction de la vraie Lune noire, en fonction de votre lieu de naissance. Ah bon? Ça n'existe pas. Donc voilà. Donc regardez le signe à 2-3 degrés. Mais enfin, corriger moyenne, c'est déjà pas mal. Retenez corriger votre mythe fondateur sur le plan métaphysique, sur le plan de l'essence. Moyenne, les obstacles qui vous empêchent de l'accomplir, les peurs qui vous empêchent de l'accomplir et qui se mettent en place au moment de la puberté. Et la vraie, c'est ce point on va dire ce point de lumière qui va vous donner le courage de retourner vers le camp. La licorne, c'est l'objectif. C'est objectif, oui. Donc l'icône bélier, c'est Robin des Bois, c'est celui qui est le héros sans peur, et c'est Bayard, hein, le héros sans peur et sans reproche, qui est habité par une énergie spirituelle qui le traverse, et donc du coup tous les actes qu'il pose et tout ce qu'il dit percutent. Donc dans l'espace de peur, vous avez la peur de la violence et la peur de prendre des décisions. En corrigé, en lune noire corrigée. Donc la lune noire corrigée, c'est en fait l'inverse de la lune noire. Enfin, c'est les peurs correspondant aux excès de la lune noire. Lune noire taureau, mon idéal. Donc licorne, quand je dis lune noire, c'est licorne. Licorne taureau, mon idéal, c'est de marier l'esprit avec la matière. De mourir en ayant un corps conservé comme les grands mystiques et les grands saints. De faire descendre la lumière dans le corps. Et évidemment, et alors ça c'est sur le plus haut niveau, mais ça va se manifester à d'autres niveaux comme étant tout
tout un rapport avec la jouissance, les possessions, le besoin d'être gentleman farmer. Les peurs seront à l'avenant, bien sûr, peur de posséder, ou des blessures par rapport au sens, ou une souffrance corporelle. Donc l'absolu d'une licorne taureau, c'est je marie l'esprit et la matière. L'absolu d'une licorne Gémeaux comme notre président de la République. Je sais tout et j'ai réponse à tout. C'est-à-dire, le mythe fondateur que je porte en moi, c'est celui de celui qui connaît tout et qui est capable de faire des liens entre toutes les informations. Je vis dans une pure lumière d'information, dans un pur monde d'abstraction, dans le monde de l'abstraction pure de la connaissance. L'ombre, alors lui, il le vit assez bien. Pourquoi? Parce qu'il a un soleil en Sagittaire. Donc sur Priam, dans le signe de Priam. Donc vous vous souvenez qu'on fait la synthèse Priam, le signe de la licorne. À ce moment-là, on peut réexprimer le signe de la licorne sans trop de danger, au moment du. Et donc, bien sûr, la pathologie ou la peur, ça va être celle du mensonge, pour conserver sa suprématie intellectuelle. Donc ça, c'est la position coach. Donc bien sûr, sentiment de suprématie intellectuelle, bien sûr, qui va se mettre en place. En cancer, c'est je suis une grande mère. Donc vous voyez bien que la lune en cancer, c'est je suis une mère. La licorne en cancer, je suis une grande mère. C'est nul ne sait mieux aimer les miens. Nul autre pareil que moi ne sait aimer les proches, la famille, les enfants, les amis. Et donc, en version, évidemment, Lilith, on aura souvent des mémoires de destruction de foyer, de perte d'enfants, de mort d'enfants. Bref, tout le formidable élaboration de la mère parfaite que va élaborer la licorne en cancer va exploser. C'est Médée? Non, Médée, c'est Scorpion. C'est la sorcière. Lune noire en lion. Lune noire en lion, on rêve d'être une personnalité puissante, affirmée, rayonnante, charismatique. Donc c'est une image on va dire de prince ou princesse. Mais bien souvent, on aura le contraire, encore une fois, c'est-à-dire quelqu'un qui aura du mal à trouver sa place et à affirmer sa personne, et qui oscillera en permanence entre le fait de participer à des groupes en laissant faire les autres, avec le désir secret d'être l'égérie de tout le monde. Dans un premier temps, lisez ce mythe comme étant le désir secret que l'on porte. Le secret de. D'être la première, d'être un prince ou une princesse en lion. Le désir secret d'être une mère parfaite, une mère profondément aimante en cancer. D'être l'archétype de la mère en réalité. D'être l'archétype en taureau, ce serait l'archétype le gentleman farmer, c'est pas vraiment un archétype, c'est déjà dégradé, mais du saint qui incorpore l'esprit dans la matière,
et l'archétype du héros et l'archétype du connaissant. En Vierge, c'est l'archétype du serviteur, c'est Marie. C'est Marthe et Marie. C'est plutôt Marthe d'ailleurs que Marie. C'est un profond besoin d'être utile, un besoin vital, essentiel. En Balance, on va être habité par l'archétype du couple solaire, du couple parfait. La grande question que va poser une licorne Balance, c'est quoi aimer ? C'est la peur d'être chosifié dans la relation amoureuse. La peur d'être prise pour moins que rien dans la relation amoureuse. C'est quoi le couple solaire? C'est Soleil-Lune, c'est le couple. Comment ça s'appelle il y a des ouvrages là-dessus. C'est trouver l'équilibre parfait entre l'homme et la femme. Donc dans le rôle. Pas Soleil-Lune. Non, non. Le couple, comment on dit ça c'est pas Salomé qui a écrit un livre. Paul Salomon. Paul Salomon, voilà. Oui. Qui connaît. La femme solaire, oui, mais aussi la. Ah, je sais plus. Ouais, je sais. Voilà. En tout cas, c'est réaliser l'harmonie, La balance, mais qui ne peut pas. l'équilibre et l'harmonie dans l'amour. La peur et d'être. En Vierge, on a peur de ne pas comprendre. Il y a une zone de blessure dans sa capacité à comprendre. C'est la sainte folie du couple. Oui, quelque chose. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un livre à conseiller avec une lune noire en Balance. La sainte folie du couple. La Oui, sainte de Paul Salomon. Au bleu. M-O-N, Salomon. M-O-N. Mais c'est Paul bleu. C'est une femme. Oui, Oui, Paul. En Scorpion, on se rêve sorcier ou sourcière. On se rêve chaman. On se rêve connaissant le secret de la vie et de la mort. On se rêve grand Manitou qui va vite devenir un grand manipulateur. Bref, l'idéal qu'on porte en soi, c'est sa capacité de communiquer avec le monde des esprits et de recevoir des informations. Donc c'est l'archétype du sorcier, du chaman, du guérisseur, éventuellement. Médium. Pardon? Médium. Non, le médium, c'est plus en poisson. D'accord. Oui. Non, le scorpion a un rapport avec le pouvoir. Oui. Non. Beaucoup plus. En Sagittaire, c'est les grandes images du philosophe, du sage, de celui qui donne du sens. Et lorsque le mythe se dégrade, ça devient un missionnaire. En Capricorne, c'est l'image du vieux sage qui médite dans sa grotte et qui se laisse incorporer par la présence du divin, du sacré.
Un jour en consultation, il y a une dame qui vient me voir elle est venue en Capricorne et je lui parle de ça et elle me dit lorsque mes parents me demandaient d'être sage quand j'étais petite, je pensais qu'il fallait être sage comme un grand sage. Vous voyez à quel point cette image était présente. Et le dégradé. En Capricorne, en dégradé, c'est l'image du patriarche. C'est-à-dire du Père tout-puissant. Du Père, oui, alors c'est encore plus dégradé, mais... C'est un peu ça. Père tout-puissant. En Verseau, c'est l'idéal d'un révolutionnaire. Alors j'oublie toujours son nom, celui qui disait ni Dieu ni maître. Tu dois savoir ça, toi, non? Nietzsche. Non. Non. Un grand anarchiste qui a passé 32 ans en prison, qui a revendiqué toute sa vie la liberté. De quelle nationalité? Français. Français. Sakouline, Proudhon, je ne sais plus. Oui. Pas Proudhon. Je sais, non, enfin, c'était à l'époque de la Révolution. Ah, c'est peut-être bien. Enfin, peu importe. Voilà. Donc, ni Dieu ni maître. Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est en Verseau. Il est peur. Donc il a peur de perdre son indépendance. Il a peur de l'exil. L'exil. Oui. Peur de ne pas être compris par les autres. Donc pas forcément l'exil de territoire, l'exil... Alors, ça peut être l'exil de territoire, mais c'est surtout l'exil psychologique, c'est-à-dire la peur d'avoir la lune noire, licorne, Capricorne, c'est quelqu'un qui a 5 idées nouvelles par jour, mais qui peut ne pas les dire par peur de ne pas être compris par les autres. Oui, Auguste Blanc. Auguste Blanqui. Blanqui. Et enfin, en Poisson, c'est les grandes images du mystique, hein, Thérèse d'Avila, des choses comme ça. L'apôtre idéal, c'est Thérèse d'Avila. C'est les grandes images de sauveur du monde. Donc, je vous invite déjà à fréquenter ces grandes images qui correspondent à votre lune noire moyenne. Par exemple, vous vous occupez des biographies de gens qui avaient, soit qui correspondent à ces grandes images, soit qui avaient la lune noire aussi dans le même signe que vous. Donc, ça peut déjà permettre une familiarisation avec cet élément d'essence qui vous est. Et la dégradation du poisson, c'est quoi? C'est la confusion, c'est le sentiment d'inutilité, c'est la perte du sens de l'identité. On ne sait plus qui on est à force de vouloir être tout. C'est le dévouement. C'est le dévouement pour des gens qui ne valent pas la peine. Des situations. Quand je dis les gens des situations qui ne valent pas la peine, c'est pas au sens de jugement de valeur. Hein. C'est au sens où il y a parfois on rencontre des gens qui sont dans la souffrance. Donc la lune en poisson, elle va se précipiter, elle va être contente, enfin quelqu'un a sauvé. Plutôt encore quelqu'un a sauvé. Par contre, il y a des personnes qui sont dans la souffrance et qui sont des martyrs autoproclamés et qui deviennent des tyrans. Et donc c'est de tomber dans le piège tyrannique tendu par ceux qui souffrent. Et ça, elle a du mal à s'en sortir avec le poisson si elle n'a pas développé Priap en vierge en face, qui est la discrimination. Est-ce que tout le monde se reconnaît quelque part? Oui. C'est une Tu es une
Ah oui. Je sais tout, je connais tout, j'ai réponse à tout. J'arrive, je me souviens, je pense qu'il est en verso. Ah, La vraie et la donc moyenne. donc c'est intéressant parce que tu développes Donc rien de la Sagittaire. corrigée, je l'ai pas là. Sagittaire, Je pense qu'elle est en verso, mais je me Moi, je l'ai pas, je l'ai pas sur mon logiciel. Ah, c'est pas T'as pas Horace? Non, Ah d'accord. non, non. J'ai pas le bouquin sur le On va savoir. J'ai hésité, mais ma question. Quoi? Non, je croyais que tu disais que t'avais mis. T'as pas